Donc, comme Philippe a parlé un peu la semaine passée, les fils de Kalman, c'est vraiment une fusion entre le framework bayésien et des systèmes qui sont linéaires. Donc là, c'est juste pour se remettre un peu en contexte, pour se rappeler de quoi qu'on parle. Donc, les fils de Kalman, c'est un peu comme c'est un algorithme en fait qui va permettre de faire de l'estimation d'état avec sa covariance. Euh, donc, pour faire ça, il va falloir d'une certaine façon venir modéliser notre système à l'aide de ces matrices ici. Elle va prendre en entrée les différentes commandes qu'on va lui donner. On va faire prendre des mesures qui vont nous permettre d'estimer l'état. Euh, Puis on va aussi prendre l'état précédent. Donc, juste pour faire un petit rappel, donc c'est pour la propriété markovienne. Donc, si on se souvient de l'état précédent, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir pour prédire l'état courant. Donc, Philippe avait un peu parlé de ça, qu'il faut voir ça un peu comme une boîte noire, donc un algorithme qui est générique, qui va fonctionner, peu importe les systèmes, pour peu qu'ils soient linéaires et gaussiens. Et la seule affaire qui va changer d'un système à l'autre, ça va être ces matrices ici. Donc, je crois que la semaine passée, vous aviez vu des exemples de ces deux équations-là ici. Comment passer de l'état au temps K à l'état au temps K plus 1, ainsi que la prédiction de la mesure. Donc, ça, normalement, vous aviez déjà vu ça. Donc, on va passer un peu plus vite. Juste faire un petit rappel, là. Donc, c'est vraiment important ici que dans le cas de Kalman, c'est tout le temps des systèmes qui sont linéaires. Donc, on peut faire la transition d'état grâce à une matrice. Donc, les matrices, c'est des applications linéaires. Donc, on peut le modéliser de cette façon ici. On a aussi une matrice qui vient traduire la commande en termes de changement d'état ici. Même chose pour les capteurs. On veut que les modèles du capteur soient linéaires, donc une application linéaire de l'état courant. Un autre point important, il faut que toutes nos gaussiennes soient de moyenne nulle, donc les capteurs ne soient pas biaisés, sinon ça va causer quelques petits problèmes qu'on va voir un peu plus loin dans la présentation. Donc, c'est aussi hypothèse gaussienne. Donc, tout ce qu'on considère dans le cas d'un fil de Kalman, c'est des gaussiennes. Donc, autant l'état, les capteurs, puis tout ça. Ensuite, comme je disais un peu plus tôt, là, donc l'état K est complet, donc on n'a pas besoin de dépendre d'autre chose pour faire notre prédiction. Donc, on se rappelle un peu le diagramme que Philippe avait fait, là, que l'état ne dépend que de l'état précédent et de la mesure. Donc là, si on se replace un peu dans qu'est-ce que le fil de Kalman essaie de faire, c'est qu'on va partir d'un état X, on va faire une commande. Donc, par exemple, pour un robot, on va le déplacer pendant une certaine distance. Ceci va nous permettre de nous faire une prédiction sur l'état futur. Donc, chapeau. Puis là, si on vient le dessiner avec nos différentes. Donc, ceci étant, mettons, notre état X, on vient se dire, on se déplace de 1 mètre. Donc, on va pouvoir shifter notre gaussienne avec une plus grande incertitude. Puis là, c'est là que la mesure va venir nous permettre de euh, réduire un peu l'incertitude sur notre prédiction. Donc, c'est tout le temps une boucle comme ça où est-ce qu'on va pouvoir faire une prédiction d'une mesure. Ensuite, on va utiliser nos mesures de nos capteurs pour se recentrer un peu, pour recentrer nos estimés. Je pense que Philippe en avait parlé un peu la semaine passée. Ces steps-là n'ont pas besoin d'être en sync. Donc, on pourrait faire plusieurs itérations, plusieurs simulations de pas. Puis après ça, quand on a une mesure, on vient centrer notre estimé. Donc, encore une fois, ça, Philippe en avait déjà un peu parlé. Donc, l'important, c'est vraiment de voir qu'on a notre matrice de transition d'état ici qui nous permet de passer d'un état du temps K au temps K plus 1. On a aussi notre matrice ici, qui est notre modèle de commande qui permet de traduire en quelque sorte une action, donc un contrôle de moteur par exemple, en un changement d'état. Donc, c'est pour ça qu'on va venir additionner ici. Puis tout ça, ça va tout le temps être un peu, on va dire, corrompu par du bruit. Donc, ça, normalement, vous avez fait l'exemple avec Philippe, donc je ne vais pas le refaire plus qu'en discuter rapidement. Ça, c'est correct. Donc, c'est vraiment juste de voir que la matrice ici de transition d'état, ça représente la physique du système, donc les différentes équations de la physique. Donc, on va pouvoir faire passer l'état d'un système à l'autre. C'est correct. Même chose pour le modèle de capteur. Ça, vous l'aviez vu avec Philippe. Donc, c'est vraiment juste une façon de prendre l'état et en fait, d'en générer une mesure.
à partir de cette matrice-là qui va venir convertir l'état en termes de mesure. Donc ici, je pense qu'on a un capteur laser qui vient juste mesurer, par exemple, si on avait 5 mètres, on viendrait juste multiplier ici par 0,5 et on obtiendrait notre mesure en pot. Donc, le fil de Kalman. Donc, le fil de Kalman, il faut voir vraiment ça comme un algorithme qui va permettre d'estimer à la fois l'état d'un système en plus de sa covariance. Donc, la covariance, ça correspond un peu à l'incertitude sur la mesure qu'on a ici. Donc, comme on parlait un peu plus tôt, donc pour utiliser les fils de Kalman, il va falloir caractériser notre système. Puis ça va se faire à partir de plusieurs matrices. Donc, ici, on va avoir la matrice CV qui va correspondre à la variance sur le déplacement. Donc, par exemple, si on a des roues qui se déplacent puis qu'on sait qu'on va pouvoir, par exemple, glisser, il va y avoir des petits obstacles, des petits trucs comme ça. Donc, ça va être la matrice qui va permettre de prendre en compte un peu l'incertitude sur nos commandes. Donc, quand on va faire une commande, on va tout le temps avoir un peu d'incertitude. Ça ne va pas être exactement ce qu'on va avoir demandé de faire. Un peu comme on a fait dans les laboratoires, où est-ce qu'on demandait au robot de se déplacer, par exemple, pendant 1 mètre. Puis au final, il se déplaçait tout un petit peu plus, un petit peu moins. Donc, ce terme-là va venir un peu compenser pour ça ici. Même chose pour la variance de capteur. Comme on a vu dans les différents laboratoires, chaque capteur ne va pas donner une mesure qui est parfaite. Donc, toutes les mesures vont être bruitées. Puis ça ici, ça va venir compenser pour ce cas-là. Puis ça, ben, il va falloir soit se servir des spécifications faites par le manufacturier ou nous-mêmes les mesurer. Puis souvent, même, il va falloir les surestimer aussi afin que le fil de Kalman puisse bien fonctionner. Ensuite, ces deux matrices-là, vous les avez déjà un peu vues dans les slides précédentes. Donc, c'est vraiment juste expliquer la physique du système en termes de système linéaire, donc pour que le fil de Kalman puisse l'utiliser. Donc, ici, c'est gamma. Et ensuite, le modèle de capteur, donc comment on va venir traduire notre état en termes de mesure. Puis ça peut demander une certaine modélisation. Donc, il va falloir trouver une façon de bien le représenter aussi. On va introduire une petite notation qui est inspirée de MATLAB. Donc, X chapeau au moment K, ça représente l'estimé au temps K. Ici, on reprend un peu la notation bayésienne où est-ce qu'on dit l'estimé de X au temps K plus 1, sachant l'état au temps K. Donc, ça, c'est avant d'avoir fait la mesure, donc avant d'avoir fait la fameuse mise à jour avec la mesure du capteur. Donc, ici, on vient faire une simulation de notre commande de déplacement. On obtient un estimé qui est basé selon l'état précédent. Puis ensuite, quand on va venir fusionner l'information des différents capteurs, on va obtenir l'état X chapeau K plus 1, qui est après notre mise à jour ici. Ici, on regarde un peu visuellement à quoi ça ressemble. Donc, ici, on a un robot avec un capteur laser qui vient mesurer la distance ici. Donc, ici, on peut avoir notre état estimé au temps K, qui se trouve à cette position-là ici. On sait qu'on vient faire un déplacement d'un certain delta X. Donc, on va venir calculer avec notre matrice de transition, notre matrice de commande avec notre commande ici. Donc, on sait que si, mettons, je demande au robot de se déplacer d'1 mètre, on sait que notre état va se ramasser 1 mètre ici, environ. Sauf que ça ne va pas prendre en compte la variance sur cette mesure-là. Donc, tout ce qu'on sait, c'est que notre estimé va être la moyenne plus notre commande dans ce cas-là. Mais là, pour venir prendre en compte notre variance, donc notre incertitude sur la mesure, il va falloir venir, donc ici, c'est juste l'équation pour calculer la variance. Donc, si on se rappelle un peu, c'est vraiment similaire à ce qu'on voit en 2D, là, où est-ce qu'on vient faire l'espérance de la mesure moins la moyenne à la 2. Donc, ici, c'est la façon de venir calculer le changement de la covariance dans le temps. Donc, ici, comme on peut voir, on vient utiliser notre matrice de transition d'état de chaque côté de notre covariance. Puis ça, d'une certaine façon, ça vient, on va dire, propager la covariance de l'état K à l'état K plus 1. Donc, si je retourne ici, c'est un peu pour dire, bon, sachant que j'ai tel écart type sur cette gaussienne ici, comment ça va se propager dans le temps si je prends une nouvelle mesure? Comme c'est ici. Puis ça, on vient faire ça de cette façon ici. Puis encore une fois, on vient ajouter notre bruit sur les mesures.
Puis ici, juste pour noter, là, qu'on va se ramasser avec un terme au carré ici. Là. Donc, si notre matrice de transition d'état a un certain facteur, on va voir en fait que notre matrice de covariance va augmenter, vu que au final, on est à l'aveugle, puis on fait juste se déplacer. Puis au fur et à mesure qu'on se déplace, on va accumuler notre erreur dans le temps. Donc, notre matrice, notre incertitude sur la mesure va juste croître de plus en plus. Donc ici, on va faire un petit exemple qui est assez simple d'un véhicule qui est accéléré. Donc ici, vous pourrez reconnaître les équations de la physique d'un mouvement qui est accéléré. Donc ici, on va avoir l'accélération, la vitesse et la position au temps précédent. Donc on vient juste faire un petit schéma d'intégration ici. On va aussi pouvoir faire changer notre vitesse selon l'accélération. Donc encore là, vous pouvez reconnaître les équations de la physique. Puis là, notre but ici, c'est de représenter ces équations-là, donc ces deux équations-là, sous la forme d'une application linéaire, donc une matrice de transformation d'état. Ici. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir poser notre état. Donc, nos deux seules variables d'état, ça va être notre position Y et notre vitesse Y point. Notre commande, donc, on va contrôler la valeur d'accélération du système. Puis ici, ça va être notre matrice de transition d'état. Donc, si on vient faire la multiplication de ceci avec l'état Y point, on va se rendre compte que c'est équivalent à ces matrices ici, à cette transition-là qui est ici, les deux premiers termes. Donc, on va se ramasser avec Y plus Y point fois delta T. Et la vitesse, pour le changement de vitesse, ça va rester constant. Donc, ça va être 0 fois Y plus 1 fois Y point. Donc, on va garder la même vitesse. Et pour venir ajouter les termes reliés à l'accélération, on va venir utiliser la matrice de commande ici. Donc, ici, si on vient prendre notre matrice gamma, puis qu'on vient multiplier ça avec notre état Y point, on va se ramasser avec ce terme-là ici pour le changement sur la position qu'on va venir additionner, et c'est ici pour le changement de vitesse. Donc, c'est un peu ça qu'on vient faire de façon numérique. Mais avant ça, donc ceci, c'était la portion pour le changement d'état. Puis là, pour ce qui est de l'incertitude sur les mesures, donc on va commencer par initialiser notre matrice au temps 1. Donc, ici, c'est important de surestimer tout le temps un peu les incertitudes. On va en parler un peu plus tard, de façon à ce que le fil de Kalman puisse bien s'adapter. Donc, ici, un peu comme on a vu dans l'équation précédente, on vient propager l'incertitude sur l'état dans le modèle de commande. Donc, on vient le faire de cette façon. C'est ici. Là, comme on peut voir, si on fait les applications numériques, on va venir se ramasser avec une incertitude sur la position qui va augmenter. Puis ça, c'est quelque chose qui va être assez constant dans les fils de Kalman. Donc, tant qu'on ne prend pas de mesure, notre incertitude va augmenter vu qu'on fait des pas à l'aveugle. Ceci était un petit exemple. Puis là, après ça, bon, c'est sûr que si on veut faire le calcul total, il va falloir additionner cette matrice-là à cette matrice ici pour obtenir cette équation-là. Si on résume un peu, qu'est-ce qu'on a fait, c'est on part de notre état X qui est à ce moment, à cet endroit ici. On fait une commande, puis on fait une prédiction d'état, donc on sait qu'on va se ramasser un peu plus loin, selon nos équations de la physique. Mais là, ce n'est pas tout. Notre état est associé à une certaine variance, puis on va venir propager cette variance-là au temps suivant. Là, comme on peut voir, ben, notre variance ici, si je fais juste effacer, ici, notre variance est assez serrée, donc notre estimé est assez bon. Puis là, on vient de faire un pas à l'aveugle, puis notre estimé devient un peu plus large, donc on est un peu moins certain de où est-ce qu'on est. Ces deux équations-là, donc qui sont les équations 1 et 2 du fil de Kalman, ça correspond à notre commande de notre prédiction, en fait, de l'état suivant, donc notre commande et les déplacements. Donc là, on va parler de l'autre côté, qui est comment on va faire pour venir incorporer les différentes mesures pour resserrer nos estimés. Un peu comme vous aviez vu la semaine passée, donc on va avoir un modèle de capteur qui va être linéaire ici, qui va permettre de prédire les mesures qu'on devrait recevoir. Donc ça, on va faire ça en sorte que je vais prendre l'état où est-ce que je pense que je suis. Ça, c'est vraiment similaire aux différents calculs que vous aviez faits avec les méthodes de Bayes sur comment fusionner l'information des différents capteurs. Donc, on va prédire qu'est-ce qu'on s'attend. Donc, ceci est notre prédiction sur qu'est-ce qu'on devrait mesurer. Ici, c'est la valeur qu'on vient de mesurer.
effectivement. Puis on vient voir c'est quoi la différence entre qu'est-ce qui est réel, donc la mesure réelle ici, et l'estimé, comme c'est ici. Puis là, c'est ici, ça va nous permettre de mesurer qu'est-ce qu'on appelle l'innovation, qui est une sorte de surprise. Donc, si la valeur est grande, ça veut dire que la mesure réelle est vraiment très différente à ce que j'avais estimé. Donc, j'ai beaucoup de surprises dans mon système. Donc, il va falloir prendre ça en compte lorsqu'on va faire notre fusion d'informations. Au contraire, si la mesure réelle est exactement sur ce que j'ai estimé, on a peu d'innovation, donc peu de surprises. Mais encore là, ça va impacter la façon qu'on va venir fusionner ça ensemble. Comme je disais un peu plus tôt, on va venir calculer notre matrice K ici, qui correspond au gain qu'on va utiliser pour fusionner l'information. Donc, c'est vraiment similaire à ce qu'on avait vu un peu plus tôt, où est-ce qu'on vient avoir un certain poids pour venir fusionner deux mesures avec des incertitudes différentes. Sauf que là, on est dans un framework gaussien avec un système qui est linéaire. Donc, on va venir l'utiliser. On va avoir en fait on va venir ici le calculer avec notre incertitude et notre matrice de capteur. Donc, ici, on peut voir c'est une expression qui est quand même assez complexe, mais qu'est-ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment analogique à ce qu'on avait fait pour les moyennes qui sont récursives. Donc, ici, si on vient faire un exemple simple avec un cas 1D, en fait, si on vient remplacer ces valeurs-là dans les équations, on va se ramasser avec exactement ce qu'on avait lors de la fusion de mesures avec différentes incertitudes. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ici correspond, si je rappelle un peu qu'est-ce qu'on a fait avant, on avait sigma 1 sur sigma 1 plus sigma 2. Donc, ici, dans notre cas, notre sigma 1, c'est notre état, notre estimation présente. Et ça, ici, ça serait notre incertitude sur la mesure qu'on vient de faire. Donc, d'une certaine façon, on reprend vraiment le même concept, la même intuition derrière ça, pour venir fusionner notre estimé et notre mesure. Donc, ça va venir changer la pondération qu'on va donner à chacune des mesures. Donc, si on sait que notre estimé est très précis et que notre capteur ne l'est pas du tout, bien, on va faire peut-être plus confiance à notre estimé. Ou ça, à l'inverse, si notre estimé est vraiment, vraiment large, alors que notre mesure de capteur est vraiment très précise, on va peut-être faire plus confiance au capteur laser. Donc, c'est vraiment un facteur de pondération qui va dire de combien je fais à quel capteur je fais le plus confiance, d'une certaine façon. Ah, puis aussi, n'hésitez pas pour m'interrompre si vous avez des questions, là, que ce soit par le chat ou par le micro. Donc, juste pour dire, c'est ça, j'ai eu peu de temps de préparation pour le cours. Donc, je l'ai su assez, assez tard qu'il fallait que je le donne. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Là, je vais faire mon possible pour vous aider. Donc, un peu comme on disait tantôt, un peu comme qu'est-ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va avoir notre incertitude sur notre état, puis on va d'une certaine façon la traduire dans le monde du capteur. Donc, voir comment l'incertitude sur notre état va se traduire au monde du capteur, comme c'est ici. Puis à ça, on va voir la covariance qui est inhérente au capteur ici. Un truc à noter, c'est que ici, le à la moins 1 signifie bien l'inverse. L'inverse, comme c'est ici. Puis dans ce cas-là, vu que c'est des matrices qui peuvent être singulières, ça va être en fait le pseudo-inverse. Donc, c'est juste on va dire, c'est comme l'équivalent de l'inverse, mais à la moindre carrée. Donc, c'est la matrice la plus près d'être l'inverse possible, d'une certaine façon. Donc, tout ça pour dire que cette équation-là va venir de façon similaire à ce qu'on avait vu pour le cas 1D avec la moyenne récursive, va venir calculer la pondération qu'on doit donner à chacune des valeurs, que ce soit l'estimé ou la nouvelle mesure qu'on vient de prendre. Puis là, un truc qui est vraiment intéressant à voir, c'est qu'on ne va jamais inverser la fonction capteur. Donc, si on se rappelle un peu, un des premiers laboratoires qu'on avait fait, c'était le capteur infrarouge, qui avait une courbe de réponse qui ressemblait à ça. Donc, ça, c'est vraiment, en fait, vu que la fonction est non bijective, on ne peut pas l'inverser. Donc, pour une même mesure de voltage ici, on va se ramasser avec deux états possibles, mettons X1, X2, pour une même voltage ici. Puis souvent, ça va être très difficile à inverser. Il va falloir faire certains calculs pour savoir que si j'étais plus dans cet endroit-là, alors ce serait plus cette valeur-là, sinon ce serait celle-là ici. Mais là, on peut faire abstraction de tout ça. Puis on peut simplement prédire la valeur qu'on devrait mesurer.
comparer ça avec notre estimé, puis venir fusionner ça ensemble. Donc ça, c'est vraiment un gros point positif des fils de Kalman, c'est qu'on n'a pas besoin d'inverser de fonction. Tout ce qu'on a à faire, c'est prédire, on compare, puis après ça, on va pouvoir fusionner ça ensemble. Maintenant qu'on a notre gain de Kalman ici, donc notre matrice K, qui correspond à la pondération à laquelle on devrait faire confiance à notre information qu'on a obtenue à partir du capteur, on va pouvoir calculer l'état après avoir fait la mesure. Donc ici, on va prendre notre estimé avant la mesure, puis on va venir y incorporer l'innovation. Donc l'innovation, si on se rappelle, c'était, on va dire, la surprise qu'on avait quand on a fait notre mesure. Je m'attendais à avoir telle mesure, j'en ai reçu une autre, donc j'ai une innovation, une surprise, une différence à ce que je m'attendais. Puis on va venir incorporer ça grâce pondéré par notre gain. Ici. Puis là, c'est bizarre sur les slides, ça ne s'affiche pas. Mais là, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que notre cas, si mettons notre cas devient 0, donc si ici, dans ce cas-là, juste tout effacer pour se faire un peu de place. Si ici notre cas devient 0, tout ça ici s'annule. Puis on va voir qu'on fait juste confiance à notre estimé. Donc ça serait le cas où est-ce que notre capteur est vraiment mauvais, puis il y a une variance qui est beaucoup trop grande. Donc, on ne peut pas utiliser l'information qui est ici. Donc, ça vient l'équivalent de juste dire j'y vais à l'aveugle, puis mon estimé il est plus certain que tout ce que je pourrais mesurer. Par contre, encore effacer, à l'inverse, si ici, notre valeur de gain est très haute, c'est comme dire qu'en fait, notre estimé n'est peut-être pas si important que ça, puis on va avoir plus confiance au capteur. Donc, par exemple, dans le cas que je parlais un peu plus tôt, si notre estimé est vraiment, vraiment incertain et que notre mesure de capteur nous dit à 100% qu'on est ici, on va faire beaucoup plus confiance à notre mesure. Fait que ça ici, je pense qu'il faut voir ça un peu comme une sorte de sanity check. Donc, est-ce que ça fait du sens intuitivement? Et la réponse est oui. Donc, selon la valeur du gain, on va pouvoir l'interpréter comme étant est-ce qu'on fait plus ou moins confiance à l'estimé ou à la mesure de capteur. OK. Donc ici, un autre petit exemple pour voir comment ça se comporte. Donc, on va commencer par regarder un peu c'est quoi les variables qu'on a disponibles ici. Donc, ici, on a notre estimé d'état. Donc, on estime être à la position 4.3. Ceci, c'est la variance sur notre estimé. Ceci est notre matrice de capteur. Donc, comment passer de l'état X à notre mesure Z. Ici, c'est le bruit sur notre capteur. Puis ici, c'est notre mesure. Donc, c'est quoi la mesure qu'on a mesurée avec notre capteur laser? Puis ça nous donnerait ici 13,8 volts. Donc, premier truc qu'on va faire, c'est, bon, on va pouvoir calculer notre gain de Kalman à partir des équations. Donc là, on connaît notre variance sur notre estimé. On connaît aussi notre modèle de capteur ici. Puis on connaît aussi le bruit sur notre capteur laser ici. Donc, on peut fusionner ça, tout ça ensemble. Et on va obtenir un gain de Kalman qui est 0,226. Donc, on risque de faire plus confiance à notre estimé dans ce cas-là. Donc, on va incorporer jusqu'à 0,26 l'innovation. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut venir faire? C'est calculer notre mesure prédite. Donc, on va utiliser notre fameuse matrice delta fois notre état qui est X. Donc, on va s'attendre à lire 12,9 volts sur notre capteur. Ensuite, on va pouvoir venir comparer ça avec la mesure réelle. Donc, réellement, on a mesuré 13,8 volts. On s'entendait à avoir 12,9 volts. Donc, on a une certaine surprise de 0,9 volts. Donc, ici, c'est la différence entre qu'est-ce qu'on s'attendait et qu'est-ce qui est réellement arrivé ici. Là, une fois qu'on a cette valeur-là, on peut simplement mettre à jour notre estimé grâce au gain de Kalman, ici. Là, comme on peut voir, on va prendre notre estimé qui était 4,3, puis on va venir y ajouter, c'est notre gain de Kalman K, fois 0,9 qui est notre innovation R. Puis ceci va nous donner un estimé qui est de 4,54 mètres. Puis ça, on peut faire ça un peu de façon analogique. Là. Donc ça, c'est la façon de le faire à partir des équations de Kalman. On aurait aussi pu le faire directement à partir des méthodes qu'on a vues un peu plus tôt dans le cours. Donc, de faire la fusion optimale de différents capteurs. Puis comme on peut voir, on obtiendrait exactement la même valeur.
Donc, ces deux formulations-là sont équivalentes pour le cas en une dimension. Là, qu'est-ce qui est vraiment important ici dans les fils de Kalman, c'est de voir un peu l'intuition derrière. Donc, pour faire ça, dans ce cas-là, on va représenter l'état X selon cette gaussienne ici avec une grande incertitude. Donc, ici, on sait que notre état X est autour de 4,3. Après ça, ceci est notre mesure estimée, la position estimée à partir de Z. Donc, comme on peut voir ici, si on rapporte notre 13,8 volts grâce à notre modèle de capteur, on sait qu'on va obtenir une position de 4,26. Donc, un peu l'équivalent de venir inverser notre fonction de capteur, on tomberait à cette position-là. Donc, notre capteur nous dit on est à cette position-là. Notre estimé nous dit on est à cette position-là. Puis quand on peut voir, on est très incertain sur notre estimation d'état, alors qu'on l'a un peu plus sur notre mesure. Et après ça, quand on peut voir, ben, notre valeur estimée après la mise à jour va être beaucoup plus près de celle du capteur que celle de notre estimé. Donc ici, le 4,524, qui est ici, là, la même mesure qu'on a prédit avec le fil de Kalman, va être plus près du capteur, puisque notre capteur est plus précis. Donc vraiment, vraiment important de bien comprendre visuellement comment ça se comporte. On va juste peut-être résumer une dernière fois. Là. Donc, notre estimé d'état ici, là, c'est la courbe en bleu. Ça représente notre estimé X sur l'état avant la mise à jour. On voit qu'on a une grande incertitude sur cette mesure-là. Ensuite, on a notre capteur qui vient nous dire, en fait, moi, je pense que je suis en position 4,6 mètres avec une plus petite incertitude. Donc, la courbe est un peu plus serrée. Puis là, ben, étant donné l'incertitude de notre estimé X et l'incertitude de notre mesure, on va faire une fusion de ces deux informations-là. Puis on va voir qu'on va tomber plus près. Donc, on va prendre une plus grande portion. On va faire plus confiance à notre capteur qu'à notre estimé d'état qui est vraiment plus incertain. Un autre truc qu'il faut bien voir avec les fils de Kalman, c'est que autant que, on se rappelle, on se rappelle un peu la figure qui ressemblait à ça, là, où est-ce qu'on faisait une simulation, puis ici, on faisait une mesure. Ici, notre incertitude, donc notre matrice P, allait augmenter parce qu'on faisait des pas à l'aveugle. Donc, on fait juste intégrer les commandes, puis on va regarder où est-ce que ça va nous donner, où est-ce qu'on va tomber. Alors qu'ici, on vient mesurer de l'information. Donc, en gagnant de l'information, on sait que notre matrice, notre covariance ici va forcément diminuer. Donc, si avant d'estimer mon incertitude ressemblait à ça, après une mesure, on n'a pas le choix d'avoir une incertitude qui est un peu plus petite vu qu'on a acquis de l'information. Puis même on peut même un peu interpréter cette équation-là comme étant P moins K fois P. Là, comme on a vu, c'est une matrice positive définie, puis on va voir qu'en fait, la norme de notre covariance va diminuer. Donc, on va avoir des incertitudes qui sont plus petites, donc on va être plus certain de nos mesures. Juste pour récapituler, notre fil de Kalman se sépare en deux grandes étapes. Donc, on a la partie de prédiction. Ça, c'est vraiment ces deux équations-là ici. Donc, voir comment nos déplacements et nos commandes vont impacter notre état. Donc, on va pouvoir prédire c'est quoi le prochain état qu'on va avoir. Similairement, on va propager notre incertitude sur notre état à partir du modèle de transition. Puis on va voir que dans cette partie-là ici, notre incertitude, tout ce qu'elle va faire, ça va venir augmenter. Ensuite, pour l'autre phase du capteur, où est-ce qu'on va faire la mise à jour, donc toutes ces équations-là ici vont permettre de venir fusionner de l'information des capteurs pour venir resserrer notre estimation sur notre état. Donc ici, comme on parlait un peu plus tôt, ici, on va utiliser notre modèle de capteur gamma pour venir prédire la valeur qu'on devrait lire. On va calculer c'est quoi notre surprise, donc l'innovation entre la mesure réelle et qu'est-ce qu'on estimait mesurer. Ensuite, on va venir calculer notre gain qui va permettre de savoir comment on va venir fusionner l'information du capteur avec notre estimé d'état. Ensuite, on va venir mettre à jour notre état selon notre nouvelle mesure qu'on vient de faire. Et on va venir resserrer notre covariance après avoir gagné de l'information. Donc, ici, notre covariance, notre matrice de covariance P va venir diminuer parce qu'on va avoir des estimés qui sont un petit peu plus précis.
Donc, c'est vraiment important de bien voir comment le fil de 40 fonctionne en deux grandes parties. Ou est-ce qu'il y a une partie que c'est vraiment que de la prédiction à l'aveugle, d'une certaine façon. Dans ce cas-là, on va perdre on va faire une intégration d'erreurs, donc on va se ramasser avec des incertitudes qui sont de plus en plus grandes. Alors que quand on prend des mesures de capteurs, euh, notre incertitude va venir diminuer. Donc là, on va faire quelques petits exemples de filtres, juste pour voir comment ça vient fonctionner ensemble. Donc, si on va utiliser un robot qui va pouvoir se déplacer avec un capteur laser qui va venir mesurer la distance ici par rapport au mur qui correspond à la position 0, par exemple. Ici, on a fait un petit graphique juste pour montrer c'est quoi notre incertitude sur les déplacements. Donc, si je dis au robot que je fais un déplacement de, par exemple, 1 mètre, ça serait quoi l'incertitude sur cette mesure-là? Donc, c'est quoi l'erreur que je peux faire en me déplaçant? Ensuite, ici, on a représenté un peu la description des erreurs sur le laser, puis on peut voir que le laser est vraiment peu précis. Donc, il y a une description qui est assez aplatie, très distribuée, donc on est peu précis dans ce cas-là, comparativement à notre déplacement. Donc, on peut dire que notre déplacement est assez fidèle. Donc, si on lui demande de se déplacer d'une certaine distance, il va le faire de façon assez fidèle vu que la courbe est très serrée. Mais le capteur laser ne va être pas capable d'être aussi précis, puis il va avoir plutôt une erreur qui est plus large. Donc, ici, dans notre cas, la modélisation du système est vraiment simple. Donc, pour la transition d'état, on va juste en fait toujours utiliser les matrices d'identité ici. Notre matrice, le pas ici étant notre commande U. Donc, tout ce qu'on vient dire, c'est sachant que le robot est à cette position-là, je fais un pas de, disons, U. Je sais que je me ramasse en position X plus U. Donc, c'est ça qu'on vient faire ici. Donc, c'est un cas qui est vraiment simple. Donc, je fais juste me déplacer d'une taille de pas. Donc, je fais juste additionner le pas à mon état. Ensuite, pour l'incertitude, on connaît l'incertitude sur le pas, donc on vient juste l'additionner. Dans ce cas-là aussi, vu que notre matrice de transition d'état est 1, on a un cas qui est vraiment simple où est-ce qu'on fait juste additionner la variance à notre covariance. Donc, ici, on peut voir clairement que notre covariance va augmenter au fil du temps. Vu qu'on vient additionner tout le temps des termes qui vont contenir des erreurs, donc l'erreur va s'accumuler au fil du temps. Ensuite, pour ce qui est de la mise à jour, on va venir estimer la mesure qu'on va prendre. Donc, dans notre cas, vu que notre modèle de capteur, c'est la matrice identité, donc tout ce qu'on va faire, c'est on va sous-entendre que notre capteur va nous retourner directement notre position. On va pouvoir venir calculer notre innovation, calculer le gain de Kalman qui, comme on l'a vu un peu plus tôt, est la même chose qu'on a fait que pour la moyenne récursive. Donc, l'estimation des deux mesures, combien on va venir les pondérer. Ensuite, on va pouvoir venir fusionner cette information-là pour avoir un meilleur estimé sur l'état et sur notre covariance. Donc, ça, c'est un petit exemple qui était assez simple en 1D avec une seule variable, puis avec des matrices de transition, des modèles de capteurs, des modèles de commande qui sont vraiment, vraiment simples. Donc là, c'est juste un petit exemple de comment ça pourrait être implémenté dans du cas de MATLAB, par exemple. Donc ici, on va avoir, vu qu'on est en simulation, on connaît la vérité, la vraie vérité qu'on va mesurer, qu'on va simuler ici. Ensuite, on va venir simuler un capteur auquel on va venir ajouter du bruit qui est gaussien. Donc, rand n, ça va retourner une fonction qui est gaussienne. On va venir scaler selon notre écart type. Ensuite, on va pouvoir appliquer nos équations de la physique pour faire notre fameuse propagation, donc les équations de la physique du système. Donc, selon notre vitesse, un pas de t, on va venir changer notre état. Notre matrice de covariance va venir être augmentée à chaque fois par le bruit sur nos déplacements. Ensuite, on peut venir calculer notre mise à jour. Donc, ici, on vient calculer notre gain de Kalman. On vient fusionner ça ensemble pour obtenir notre nouvelle estimée d'état. Et on vient resserrer notre estimé sur la covariance. Donc là, juste une petite note, là. Ici, là, je sais que c'est écrit P divisé par P plus CW. Mais ici, MATLAB, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il utilise le concept de pseudo-inverse qu'on a discuté un peu plus tôt, là.
Donc, il va juste venir résoudre le système d'équations en déplaçant ça de l'autre côté. Donc, il va venir résoudre l'équation P plus CW égale P. Puis, il va faire l'application. Donc, ce n'est pas une vraie division, c'est plutôt un pseudo-inverse qui est l'équivalent un peu d'une inverse, mais pour les matrices. Les matrices qui peuvent être singulières. OK. Donc là, qu'est-ce qu'on va regarder, c'est comment ça va se comporter dans le temps. Donc là, on va commencer par, on va juste expliquer un peu c'est quoi la fameuse légende. Donc ici, en noir, on va avoir la position réelle qu'on a simulée. Donc c'est la vérité terrain, si on veut. Les petites étoiles, ça représente les mesures que le laser nous retourne. Donc selon le laser, il pense qu'on est à cette position-là ici. Et les petits points verts, ça représente les estimés par notre fil de Kalman. Donc là, si on va au fil du temps, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'au début, comme on ne sait pas où est-ce qu'on est, on va faire plus confiance au capteur laser. Donc, comme on peut voir ici, alors que notre vérité terrain est en noir ici, nos mesures vont faire confiance aux mesures de capteur, ici. Puis après ça, au fur et à mesure qu'on va en avance dans le temps, notre erreur va venir diminuer. Donc, dans ce cas-là, c'est le cas du chariot qui se déplace à une vitesse constante. Donc, le fil de Kalman va d'une certaine façon comprendre qu'on se déplace tout le temps d'une vitesse constante et que la position réelle correspond plus aux mesures qu'on va pouvoir recevoir. Donc, au fil du temps, on va fusionner l'information, puis on va se rendre compte que à partir d'un certain moment, notre estimé sur la position est assez bon pour qu'on puisse ne plus faire confiance tant que ça aux différentes mesures de laser. Donc, rendu ici, par exemple, même si cette mesure est assez loin, on ne va pas y faire vraiment confiance vu qu'on sait que notre estimé est assez serré. Donc, c'est un peu pour voir qu'au fil du temps, si le filtre converge, on va finir par peut-être moins faire confiance aux mesures, vu que dans ce cas-là, puisque notre estimé est assez fiable et que notre laser l'est que très peu. Donc, on se rappelle, notre laser a une incertitude qui est plus grande que notre déplacement. Donc, on va faire peut-être plus confiance au déplacement une fois qu'on sait où est-ce qu'on est. Ici, c'est un autre exemple. Donc, c'est un peu la même figure que j'ai présentée un peu plus tôt. Mais ici, on peut voir la valeur du gain K. Donc, à quel point on va faire confiance aux mesures d'un capteur. Donc là, on peut voir qu'au début, on fait beaucoup confiance au capteur. Donc, on a un gain K qui est très élevé. Donc, au tout début, on va faire vraiment confiance aux mesures de laser vu que c'est tout ce qu'on a. Mais ça, au fur et à mesure que notre confiance en notre estimé va grandir, on va voir que notre gain va beaucoup diminuer. Donc, on ne va jamais vraiment atteindre le zéro dans ce cas-là, vu que nos mesures de capteur sont tout le temps assez dispersées. Mais dans ce cas-là, on peut voir qu'on va faire vite. T'sais, au début, on faisait beaucoup confiance à nos capteurs, puis à la fin, on va un petit peu moins les prendre en compte. Puis c'est un peu ça qu'est-ce qu'on voit ici. Donc ici, on peut voir que même si les mesures nous disent un peu n'importe quoi, notre estimé va rester bel et bien droit dans une ligne droite. Puis ça, un autre truc qui est vraiment intéressant de voir, c'est que, bon, la valeur de 0 point ici, ça représente la variance de notre laser. Donc, on sait que notre laser ne peut pas donner des mesures qui sont plus précises que c'est ici, puisque sa variance est 0,01. Pourtant, notre variance sur la position est beaucoup plus faible, un ordre de magnitude plus faible, vu qu'on vient fusionner cette information-là dans le temps. Donc, en prenant plusieurs mesures, ça nous permet d'être meilleurs que nos capteurs. Fait que même si nos capteurs ne sont pas tant bons, au fil du temps, on va pouvoir obtenir un estimé qui est plus précis. Donc, ça, c'est un truc qui est vraiment, vraiment intéressant là, de voir que même si notre capteur, on va dire, est assez mauvais, notre estimé, donc notre variance P, là, donc la variance sur notre estimation d'état, va être assez faible. À peu près 10 fois plus faible. Ensuite, donc là, si on se rappelle au tout début de la présentation, je vous avais parlé que c'est important que tous nos capteurs représentent des gaussiennes non biaisées, donc des gaussiennes centrées en zéro. Mais dans notre cas, on a un gyroscope qui donne la vitesse angulaire qui est biaisée. Donc, il va tout le temps avoir un petit bruit de 0,1. Après ça, sur le même robot, on va avoir un autre capteur qui est un compas qui est magnétique, qui lui va nous donner directement une mesure d'angle, qui cette fois-ci va être non biaisée, mais dont la variance est beaucoup plus importante. Donc, un capteur, on va dire précis ici, mais biaisé, puis un capteur qui est non biaisé, mais peu précis. Puis notre but, ça va être un peu de fusionner cette information-là pour que quand un robot
va venir faire une rotation autour du plan. On veut fusionner les informations de ces deux capteurs-là de façon optimale pour avoir une estimation qui est plus précise que, que l'utilisation d'un seul des deux capteurs. Donc, si on utilisait un seul capteur, on ne serait pas aussi précis que si on utilise les deux. Donc, les deux sont d'une certaine façon complémentaires. Un peu comme on disait, là, gyroscope peut bruter, mais possède une dérive à cause de son biais, alors que le compas ne dérive pas, donc possède un biais de zéro, mais est beaucoup bruté. Puis ça, c'est assez intéressant de voir aussi, on va le voir un peu plus loin, là. C'est quoi l'impact des différents types de capteurs? Donc, ici, on sait qu'un capteur, un gyroscope ATO qui donne la vitesse de rotation, c'est un capteur qui est proprioceptif. Les variances de chacun des capteurs sont connues, mais le biais est inconnu pour nous. Dans ce cas-là, on le connaît. Puis c'est surtout pour voir comment ça se comporte si on a un capteur qui est biaisé. Comment le fil de Kalman va réagir. Puis on va voir que c'est pas le milieu pour le, pour le fil de Kalman, vu que ça brise un peu ses suppositions, ses hypothèses. Après ça, on va voir une autre façon de le gérer. Donc oui, on connaît le biais, parce que ça, on peut facilement le mesurer. Mais après ça, on va voir des techniques pour voir comment on fait pour gérer ce biais-là. Donc oui, c'est connu, on sait qu'il existe. C'est surtout on va dire un exercice académique pour voir comment le filtre se comporte dans ce cas-là. Juste pour retourner à ce que je disais, le gyroscope ATO, qui nous donne une vitesse angulaire, c'est un capteur qui est proprioceptif, donc qui va juste donner de la mesure sur l'état du robot à l'interne, alors que le compas magnétique est extérioceptif, puisqu'il va mesurer la position du robot par rapport au champ magnétique terrestre. C'est une notion que je pense que vous aviez vue au tout début du cours, et ça revient, donc on va s'en servir pour faire notre estimation. Après ça, on a juste une petite note ici pour dire qu'au final, euh, étant peu bruité, on peut y faire confiance puis l'intégrer. Puis on peut dire un peu faire des déplacements à l'aveugle. Ça va être assez précis, mais juste à court terme, parce qu'au fil du temps, l'erreur va s'accumuler. Alors qu'ici, euh, il est tellement bruté qu'une estimation instantanée, un temps T, va être mauvais. Mais si on fait une fusion dans le temps, à long terme, ça va être meilleur. Un peu comme je parlais tantôt, notre gyroscope, vu qu'il est proprioceptif, on va le considérer comme étant une commande. Donc ici, on se rappelle, ici, on va voir notre matrice phi de transition d'état, notre matrice gamma ici pour le modèle de commande. On va venir considérer notre mesure de gyroscope. Donc ici, c'est vraiment le capteur. Le capteur nous dit, tu vois, à, mettons, je ne sais pas, 5 degrés par seconde. Donc c'est une mesure, mais on va le modéliser comme étant une commande. Puis après ça, ici, ça, c'est notre matrice de transition d'état. Donc, si on vient faire le calcul, donc ça équivaut à dire que notre nouveau θ correspond à θ plus delta t vitesse, c'est ici. Et notre vitesse angulaire ici, vu qu'on considère, ici en fait, on va le considérer comme étant 0 vu que c'est une commande. Donc, on l'ajoute quand même à l'état, mais ici, dans notre cas, on fait juste, si je l'écris au long, là, notre vitesse égale 0 fois θ plus 0 fois θ point. Puis, on va plutôt venir l'additionner avec la valeur ici. Donc, si on fait l'addition de ces deux matrices-là, on va se ramasser avec 0 plus J0. Comme c'est. Donc, au final, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est même si notre vitesse angulaire est dans notre matrice d'état, on vient faire confiance à notre capteur proprioceptif. Puis on vient juste à chaque fois venir prendre cette valeur. Ensuite, pour continuer notre modélisation de notre système, on va voir ici qu'on a la matrice CV qui est le bruit sur nos capteurs. Comme on peut voir ici, là, on sait que notre bruit de gyro, c'est une valeur qui est connue, donc sigma carré gyro. Bon, on vient le booster, le scaler par un facteur 16. La question à surestimer. Vu qu'on a un biais qui est présent, on va vouloir avoir une gaussienne qui est plus large